Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Je suis Sbahi Khalid de la Fondation. Je fais partie de la commission constituée des partenaires, la commission mixte. Les partenaires, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique est représenté par son département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la Fondation OCP et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc, on fait partie de cette commission mixte pour avoir préparé l'appel à projet transfert technologique qui a été lancé le 16 mars 2021. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire qui va être consacré à l'appel à projet transfert technologique intitulé Tech Transfert édition 2021. Donc, avant d'entamer cette présentation, je vous présente les panélistes qui nous accompagneront durant ce webinaire. Je cite Madame Siham Hamidi du ministère de l'Enseignement supérieur, Madame Karima Farah de l'OMPIC, Monsieur Qusser Abdelali de l'UM6P, Monsieur Ilyas Zioui du CNRST et Madame Nisrine Gheraoui du ministère de l'Industrie. Nous sommes accompagnés également par Hicham Gourg de l'UM6P pour tout l'aspect technique de ce webinaire. Donc, le présent webinaire se déroule, fait suite à cet appel à projet qui a été lancé le 16 mars 2021 et se déroule en deux temps que je cite comme suit. Donc, un premier temps qui sera consacré à une présentation qui sera donnée par messieurs Abdelali Qusser de l'UM6P et monsieur Ilyas Zioui du CNRST. Donc, dans cette présentation, il y aura le détail de tous les documents, un peu, on reprend les différents éléments qui sont déjà contenus dans l'appel à projet lancé sur la plateforme du CNRST. Donc, il y aura une reprise de tous les éléments. Ensuite, en deuxième temps, on va consacrer un petit moment pour regarder une vidéo qui résume les éléments de cet appel à projet. Et enfin, on va déclarer une séance de questions-réponses qui sera consacrée à vous, les personnes qui assistent à ce webinaire, pour toutes les questions que vous aurez à nous poser. Et nous ferons une joie de vous donner les éléments de réponse. Bon, voilà. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à M. Abdelali Qusser pour entamer la présentation. Merci, Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues. J'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous cette présentation au nom des collègues panélistes représentant les partenaires à cet appel projet qui ont été cités par Khalid Sbahi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique représenté par le département de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l'Industrie, du Commerce et la Fondation OCP, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, le Centre national de la recherche scientifique et technique et l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors, le plan de la présentation, il sera comme suit. Slide suivante, si Hicham. Donc, on va rappeler un petit peu
dans cette présentation le contexte de cet appel à projet. Pourquoi ces partenaires ont décidé de lancer cet appel à projet à destination des universités marocaines et des centres de recherche. Quels sont les objectifs de cet appel à projet, le domaine et les thématiques ciblées par cet appel à projet. Parlerons ensuite de l'éligibilité et des modalités de participation à cet appel à projet. Comment les projets seront évalués et traités pour la sélection des meilleurs projets qui seront financés dans le cadre de ce fonds réservé à cet appel à projet. Prendra la parole par la suite si Ilyas Razioui pour parler un petit peu de TRL, de CRL, pour mieux expliquer un petit peu l'appel à projet, à quoi il est destiné et quels seraient les projets qui seraient éligibles à cet appel à projet. Nous vous présenterons par la suite, si Ilyas vous présentera par la suite les modalités d'accompagnement le long de cet appel à projet, que ce soit au niveau des pré-projets, au niveau des projets par la suite, ou quand les projets seront sélectionnés, quel mode d'accompagnement nous allons vous offrir durant tout ce périple de l'appel à projet, à la sélection des projets, à la réalisation des projets. Et comme l'a dit Sir Khalid Misbahi, donc nous ferons un honneur de répondre à vos questions que vous pourriez poser, que ce soit au moment de ce webinaire ou par la suite. Vous pouvez nous aussi nous contacter s'il y a des questions par la suite pour mieux comprendre un petit peu cet appel à projet. Slide suivante. Alors, le Maroc dispose actuellement de forces vives nécessaires en matière de recherche et développement qui se trouvent dans les différentes universités à travers le Maroc, les centres de recherche, les différentes universités publiques, privées, les laboratoires. Il y a plus de 7500 publications scientifiques indexées par an. Les chercheurs déposent plus d'une centaine de brevets par an. Il y a une prise de conscience de plus en plus importante sur le rôle ou sur que joue l'innovation dans le développement des organisations, dans le développement des pays, et puis la nécessité d'un écosystème pour valoriser les résultats de recherche via le transfert technologique et la commercialisation des outputs. Donc, ces recherches qui se font au niveau des universités et au niveau des centres de recherche, il faudrait qu'on puisse les utiliser pour le bien de la communauté. Alors, d'où l'intérêt de la mise en place d'un fonds de transfert technologique et donc le lancement de cet appel à projet qui vise la maturation technologique des résultats de recherche et puis le transfert technologique, soit par la création de start-up, soit par le licenciement à des entreprises existantes. Alors, les objectifs de cet appel à projet, c'est de contribuer au développement d'une économie marocaine basée sur l'innovation et le savoir, de soutenir le développement de technologies issues du résultat de recherche en vue de la commercialisation de procédés, produits et services basés sur le savoir et l'innovation, d'essaimer la culture de valorisation des résultats de recherche au sein du milieu académique et d'encourager, je dirais, les chercheurs à faire de la recherche utile qui puisse aboutir à des résultats utilisables par la communauté, contribuer au rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise, et puis que cette recherche soit mise au service de la compétitivité de l'entreprise marocaine. Et puis d'encourager la recherche appliquée, le développement des technologies et l'innovation. Alors, les domaines et les thématiques qui sont visés par cet appel à projet sont les domaines et les thématiques, je dirais, de recherche prioritaires du Maroc, qui sont la santé, l'environnement et la qualité de vie, l'agriculture, la pêche et l'eau,
ressources naturelles et énergies renouvelables, industrie aéronautique, l'automobile, le transport, la logistique et les technologies avancées, l'éducation et la formation, sciences humaines, et défis contemporains dans la société marocaine. Donc, vous voyez un petit peu de travers ces thématiques ce qui est visé, c'est les sciences et technologies, mais aussi les sciences économiques, les sciences humaines et sociales. Alors, éligibilité et modalités de participation. Donc, c'est un appel à projet. Tous les projets, bien entendu, soumis, ils seront soumis à des pass-gates d'éligibilité. Et puis après, il va y avoir l'évaluation de ces projets pour la sélection des meilleurs projets, c'est normal, comme dans tout appel à projet. Alors, les critères d'éligibilité sont les suivants. Le coordinateur de projet, il doit nécessairement relever d'une structure de recherche marocaine accréditée, soit une université publique ou un établissement public et institution de recherche, établissement public d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités, université ou établissement créé dans le cadre de partenariats public-privé ou université ou établissement privé reconnu par l'État. Alors, le projet de recherche, il doit atteindre au moins un TRL3. Donc, je souligne, si vous voulez, un fait important dans cet appel à projet, ce n'est pas un projet qui est destiné à des projets de recherche, il est destiné à la valorisation des résultats de recherche, c'est-à-dire des projets de recherche qui seraient déjà réalisés, et qui ont abouti à des résultats, que ces résultats sont arrivés à un stade de maturité qui est le TRL3. Et donc, c'est ce genre de projet qui est visé par cet appel à projet. Ce n'est pas des projets de recherche, c'est des projets de transfert technologique, donc qui visent la valorisation des résultats de recherche qui ont été déjà obtenus. Donc, le TRL doit être supérieur ou égal à 3. J'expliquerai par la suite le TRL et puis c'est quoi le TRL3. Alors, le projet est accompagné d'un engagement de l'institution et du coordinateur de projet sur la valorisation des résultats dans le cadre de cet appel à projet. Comme je l'ai précisé, cet appel à projet, il vise le transfert technologique, donc l'utilisation de ces résultats de recherche et de technologies par l'écosystème socio-économique. Et donc, si on accompagne un projet dans le cadre de cet appel à projet, c'est pour que le résultat soit utilisé. Et donc, il faudrait qu'il y ait un engagement de l'institution pour la valorisation des résultats dans le cadre de cet appel à projet. Alors, l'institution détient la propriété intellectuelle des résultats antérieurs objet du projet, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un projet de recherche, mais c'est des résultats de recherche, donc des résultats de recherche qui sont arrivés à un stade. Ben, l'institution qui participe à cet appel à projet, il doit détenir la propriété intellectuelle de tous les résultats qui ont été obtenus et qu'on souhaite faire maturer pour les faire arriver, je dirais, au marché. Engagement de l'équipe projet sur le partage de la propriété intellectuelle qui serait développée avec les acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de la valorisation des résultats objets du projet. Donc là, c'est des résultats de recherche que nous allons accompagner pour aboutir à de l'innovation et donc à des résultats qui seraient exploités dans l'écosystème socio-économique. Donc, il se peut que dans le processus, qu'il y ait des parties prenantes qui vont être intégrées dans le processus de valorisation de ce résultat de recherche. Donc, il faudrait qu'il y ait un engagement pour le partage de la propriété intellectuelle avec les parties prenantes qui seraient impliquées dans la valorisation de ces résultats de recherche, dans l'utilisation de ces résultats de recherche. Alors, le TRL, donc c'est un système qui permet de mesurer la maturité technologique de résultats de recherche. Donc, c'est une échelle de 1 à 9. Alors, 1, c'est la recherche de base. 9, c'est l'installation, je dirais, c'est l'installation industrielle et la mise sur le marché. Alors, entre 1 et 9, il y a un certain nombre de
il y a un certain nombre d'étapes, des strates. Donc, TRL2, donc le TRL1, c'est la recherche de base. On commence les travaux de recherche au niveau du laboratoire. Le TRL2, le concept technologique ou application sont formulés, c'est-à-dire qu'on a fait de la recherche et qu'on connaît les objectifs et qu'on sait où aller et qu'on va commencer un petit peu à décortiquer le processus, dans sa globalité. Le TRL3, preuve analytique ou expérimentale des principales fonctions caractéristiques du concept ont été définies, c'est-à-dire que si j'ai une machine, par exemple, si j'ai une machine qui se compose de 6 éléments critiques, le TRL3, ça veut dire que je connais les 6 éléments critiques qui composent la machine, les 6 composants critiques qui composent la machine, je les connais composant par composant, je connais ces objectifs composant par composant et je les ai étudiés composant par composant. Si j'ai un procédé, par exemple, de fabrication, ça veut dire que j'ai déterminé toutes les opérations unitaires du procédé, opération par opération, et que je connais les opérations une à une, leur input, leur output, comment ils se comportent de façon unitaire. Alors, quand j'arrive à TRL4, ça veut dire que j'ai mis les opérations ensemble au niveau laboratoire. Si c'est une machine, ça veut dire que j'ai mis les 6 composants dont j'ai parlé ensemble au niveau du laboratoire. Si j'ai un procédé, ça veut dire que j'ai mis les opérations unitaires ensemble dans un pilote de laboratoire, dans un prototype de laboratoire, et que les composants ont été mis ensemble et qu'ils fonctionnent ensemble au niveau de laboratoire. Quand on passe à TRL5, ça veut dire que je passe à une étape, je dirais, supérieure, où j'ai mis l'ensemble des composants ensemble, mais dans un système représentatif, tel que je le vois au niveau industriel, mais je dirais à un niveau similaire. Si par exemple j'ai un procédé, je peux faire, au niveau de RL5, que j'ai cette installation pilote, que j'utilise avec des produits qui peuvent être par exemple des produits synthétiques, mais je fais l'installation, je fais matcher l'installation avec tous ces composants, avec toutes ces opérations unitaires. Alors, quand je passe à TRL6, là, je passe à un système encore plus important en matière, je dirais, de consistance. Si c'est une installation en matière de débit, en matière de puissance, et que ce prototype ou cette installation pilote me permet de faire de la démonstration. C'est-à-dire que je peux, à partir de cette installation, par exemple, soutirer des produits que je peux tester sur le marché. Alors, quand j'arrive à TRL7, là, je suis dans un environnement opérationnel, dans un milieu réel. C'est-à-dire que j'utilise des produits réels, je mets la machine dans son milieu réel. Si j'ai un procédé, j'utilise ces composants tels qu'ils se trouvent dans l'industrie et je fais la démonstration avec les produits réels dans un milieu réel et je produis le produit que je dois mettre sur le marché avec ces inputs industriels. Quand je passe à TRL8, ça veut dire que j'ai tout défini en milieu réel. Si j'ai une installation pilote que je peux mettre dans un environnement industriel, je la mets en milieu industriel. Et donc, je peux faire du bouche à bouche, par exemple, avec une installation industrielle existante pour que je puisse utiliser la matière telle qu'il se trouve en milieu industriel et je produis un produit tel qu'il doit être soumis sur le marché. TRL9, donc je suis en installation industrielle. Donc, à partir, je dirais, de TRL5 et plus, donc là, je commence à fabriquer mon produit que je mets sur le marché, que je teste sur le marché, que je teste au niveau de l'utilisateur. Donc, ce que nous demandons ici, c'est juste TRL3. Alors, TRL3, c'est généralement, si je fais un petit peu, disons, si je mets le concept en relation avec ce qui se fait au niveau des universités, TRL3, c'est généralement la fin de thèse. C'est quand quelqu'un a fait ses travaux de recherche,
pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il est arrivé à un certain niveau. Généralement, c'est en fin de thèse qu'on arrive à TRL3. Donc, donc, comme vous voyez, ce n'est pas un appel à projet qui est destiné à des projets de recherche, qu'ils soient académiques ou industriels, c'est un appel à projet qui est destiné à des résultats de recherche. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux de recherche, qu'on a fait le projet de recherche, qu'on est arrivé à un certain niveau de maturité de ces résultats de recherche et qu'on estime que nos résultats de recherche peuvent avoir une application. Et donc, l'appel à projet vise l'accompagnement de ces résultats de recherche pour les faire arriver, je dirais, sur le marché, pour les faire arriver au niveau industriel. La suite, c'est Hicham. Alors, l'évaluation des projets. Donc, l'évaluation des projets va se faire en 2 étapes. Donc, il y a une première étape. Il va vous être demandé de soumettre des pré-projets. Donc, ces pré-projets, ils vont être évalués par des experts. Et puis, les coordinateurs de projets qui seraient sélectionnés, ils seraient appelés à soumettre leur projet détaillé. Et puis, une fois qu'ils élaborent leur projet détaillé, ils seront appelés à pitcher, à faire des présentations devant une commission d'experts qui va sélectionner les meilleurs projets qui seraient financés dans le cadre de cet appel à projet. Donc l'évaluation se fait en 2 étapes. Une première étape, c'est des pré-projets que vous allez soumettre via la plateforme dédiée à cet appel à projet. Il va y avoir une sélection de ces pré-projets par des experts et les projets qui seraient sélectionnés par les experts, ou les coordinateurs des projets qui seraient sélectionnés par les experts, ils seraient appelés à soumettre cette fois-ci les projets détaillés. Et une fois qu'ils aient élaboré les projets détaillés, ils seront invités à faire des présentations devant un comité d'experts qui va les évaluer pour, in fine, sélectionner les meilleurs projets qui seraient sélectionnés dans le cadre de cet appel à projet. La suite, si Hicham. Alors, les critères d'évaluation des projets dont tiendront compte les experts, il y a le caractère innovant par rapport au marché. Donc, à droite, vous avez un petit peu les notes qui seront affectées à chaque critère. Le caractère innovant par rapport au marché cible, l'excellence scientifique et les compétences du coordinateur du projet et des membres de l'équipe de projet, la faisabilité du projet, la pertinence des processus de maturation technologique. Donc, vous voyez que tout ça, c'est en relation vraiment avec l'application, le caractère innovant. Donc, on fait de la recherche, on a des résultats de recherche, on veut le faire arriver sur le marché, et donc on est dans l'innovation. L'excellence scientifique et les compétences des coordinateurs des projets, c'est un critère important pour juger de la qualité de l'équipe qui a présenté le projet, la faisabilité du projet, la pertinence des processus de maturation technologique tel que c'est proposé, et donc le TRL 3 dont j'ai parlé tout à l'heure, l'adéquation du budget, vous faire très attention à l'évaluation du budget que vous allez demander. Il faut vraiment que le budget soit en adéquation avec les moyens qui seraient demandés pour faire la maturation. Et donc là aussi, on en parlera tout à l'heure, vous allez être accompagné dans ce sens. L'existence et la taille du marché identifiée, donc vous avez une technologie que vous voulez mettre sur le marché, vous avez développé un produit que vous voulez mettre sur le marché, il faudrait que vous ayez une idée sur la taille, sur le marché cible et sur sa taille. La contribution au développement durable, bien entendu, donc les technologies qui seront développées, il faudrait qu'elles respectent les critères de développement durable. Voilà, et donc les évaluateurs, ils tiendront compte de ces critères lors de l'évaluation de projets qui seraient soumis. Alors, le financement, donc les projets qui seraient sélectionnés, donc il va y avoir une contractualisation des projets sélectionnés avec l'Université Mohamed VI Polytechnique qui est chargé
de la gestion déléguée de ces projets au nom des partenaires. Donc, ce qui est éligible, je dirais, pour le financement, c'est les frais de prestation de services. Donc, si vous demandez vous engagez des prestataires de services pour vous accompagner dans l'une ou l'autre tâche, c'est pris en charge. Les frais d'acquisition du matériel et équipement, si vous avez besoin d'acheter du matériel, de la matière, de construire des pilotes, de prototypes, etc. Les frais d'acquisition des données et de licence de logiciels, si vous en avez besoin. Les frais d'études et d'expertise dans le cadre de la réalisation du projet, si vous avez besoin de faire des études de marché ou d'acquérir des données, c'est financé. Les frais de rémunération des personnels non statutaires, donc on finance pas, si vous voulez, les professeurs ou les ingénieurs qui seront dans le cadre, qui seront statutaires, qui sont permanents au niveau de l'institution. Mais par contre, le personnel qui serait impliqué et non statutaire au niveau de ces projets, sa rémunération est prise en charge, qu'il s'agisse de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens ou de stagiaires. Les frais de la mobilité, si vous avez besoin de vous déplacer, de participer à des congrès, à des manifestations, etc. Les frais de déplacement, ils sont remboursés. Les frais de protection et de négociation d'exploitation de droits de propriété industrielle. Donc, si vous voulez déposer des brevets, si vous voulez négocier des droits de licence ou des droits d'acquisition de licence avec des providers ou avec des offices de propriété intellectuelle, c'est financé. Et donc, tout ça, il sera, si vous voulez, explicite dans les contrats parce que c'est des contrats individuels. Donc, chaque coordinateur de projet, il sera amené à signer un contrat relativement à son projet avec l'Université Mohammed VI Polytechnique, où donc il va y avoir l'emploi, le budget et son emploi tel que explicité dans vos projets. Alors, il y a un certain nombre d'infrastructures qui seront mobilisées pour vous aider, pour vous accompagner dans la maturation de vos projets. Donc, il y a les laboratoires qu'ils soient universitaires ou autres, les Fab Labs, les Living Labs, les cités d'innovation, les bases de données documentaires, les bibliothèques, etc., les compétences nécessaires couvrant le spectre de la R&D, les compétences nécessaires couvrant le spectre de transfert technologique. Donc, les partenaires, si vous voulez, se mobilisent, ils mobilisent leurs ressources, ils mobilisent leur infrastructure pour la mettre au service des projets qui seraient sélectionnés pour qu'ils puissent arriver à bon port. La suite, c'est alors, les dates importantes, le calendrier, je dirais, le planning de cet appel à projet. Donc, aujourd'hui, le 26/3, nous organisons ce webinaire pour mieux vous expliquer cet appel à projet. La date limite de soumission de vos projets est le 25 avril. Communication des résultats de la première, enfin, des pré-projets, il sera communiqué aux alentours du 25 mai. Et puis, comme je l'ai dit, donc, les coordinateurs de projet sont appelés à proposer leur projet détaillé. Donc, ils auront jusqu'à 17 octobre pour soumettre leur projet détaillé. Pendant cette phase, il va y avoir de l'accompagnement. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure quelle sorte d'accompagnement dont vous allez profiter pour soumettre des projets consistants et que vous soyez accompagnés pour que vos projets soient retenus. Le 26/10, à partir du 26/10, il va y avoir le pitch, donc la présentation de vos projets, puis la sélection des projets et la communication des résultats. Il sera en début novembre, Inch'Allah. Alors, je reviens un petit peu pour vous expliquer, je dirais, le pourquoi un petit peu de cet appel à projet et ce qui est attendu de cet appel à projet.
Donc, vous voyez sur ce graphe, il y a d'un côté le milieu académique, de l'autre côté le milieu industriel. Et donc, l'objectif, si vous voulez, étant de mettre ces deux mondes, je dirais, en contact, en partenariat, en collaboration. Vous voyez en haut, il y a les TRL dont j'ai parlé, TRL 1 à 9, donc, qui se compose un petit peu, grosso modo, je dirais, de la recherche de base du développement de technologie, de TRL 4 à TRL 6, de la prototypage et de la démonstration. Et puis après, quand on arrive à TRL 7, TRL 8, on est dans le pilote, je dirais, semi-industriel qui va nous permettre de faire le scale-up industriel et la production industrielle. Je dirais qu'il y a trois grandes phases dans cette échelle qui est un petit peu le développement de savoir, le développement de technologie et le développement du business qui intervient à partir de TRL 6, comme je disais tout à l'heure, c'est là qu'on commence à produire un petit peu les produits et qu'on fait des tests sur le marché au niveau des clients. Alors, au début, il y a l'université. À la fin, l'utilisateur, c'est l'industrie, ou si l'utilisateur, c'est le marché. Et donc, entre les deux, au début, vous voyez, il y a la recherche qui se fait au niveau de l'université. L'université, il est bien entendu intéressé par la recherche parce qu'à ce moment-là, il y a de la publication, on forme des thésards, on forme des stagiaires, et donc il y a un intérêt de l'université, de l'institution de recherche pour le travail de recherche, pour le résultat de recherche. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, l'intérêt de l'université ou l'intérêt de l'institution de recherche baisse un petit peu par rapport au projet parce qu'on va vers des stades de plus en plus développés qui demandent des fonds importants, qui demandent de la mise en place de prototypes, qui demandent la mise en place de procédés, et donc ces étapes sont consommatrices de fonds. Et là, l'intérêt, je dirais, de l'institution de recherche peut baisser par rapport aux travaux réalisés. Et par contre, quand vous regardez un petit peu l'industrie ou l'entreprise qui se trouve à droite, au début, la recherche de base, la publication, etc., ça n'intéresse pas trop. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on montre la faisabilité du travail sur lequel on a fait, la faisabilité de résultats qu'on fait dans la démonstration, l'intérêt de l'entreprise devient de plus en plus grand. Maintenant, vous voyez qu'il y a entre les deux, dans cette phase au milieu, il y a un petit peu, je dirais, l'intérêt de l'université et l'intérêt de l'industrie qui ne se rencontrent pas. Et donc, c'est là où les résultats de recherche, qui peuvent être très intéressants, ils permettent par disparaître, ce qu'on appelle la vallée de la mort, ils permettent par rester dans les tiroirs, rester dans des publications et ne pas être exploités par la suite. Et donc, l'objectif de cet appel à projet étant de vous accompagner un petit peu à traverser cette vallée de la mort, à traverser, je dirais, safely cette vallée de la mort pour que vos résultats de recherche puissent arriver au niveau industriel, puissent arriver au niveau de l'entreprise, puissent arriver au niveau du marché. Donc, tout ce que nous allons faire, l'accompagnement dont on va vous parler tout à l'heure, c'est pour que vous puissiez arriver avec vos résultats de recherche du laboratoire, je dirais, au marché. Donc voilà, et maintenant j'invite CIS, je donne la parole à CIS pour continuer la présentation. شكرا سي عبد العالي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أزكى المرسلين. Donc, ma présentation, elle va plutôt se focaliser sur le volet accompagnement et renforcer un petit peu, expliquer davantage en quoi consiste cet accompagnement. Alors, je commence au fait par la définition en fait de l'innovation, parce que là, on est dans le transfert de technologie et in fine, on est là pour promouvoir l'innovation. Alors, dans l'innovation, il y a plusieurs définitions, mais toutes les définitions s'accordent sur une chose, c'est une exploitation réussie d'une idée innovante dans un marché. Alors, le marché, donc, on comprend pourquoi, parce que
en tant que chercheur, on a l'habitude de soumettre des projets de recherche. Mais là, c'est des projets de maturation technologique et commerciale pour que ce soit exploité dans un marché par une entreprise. Et donc, naturellement, ce qu'on demande dans un de tels projets, il est un peu différent. Alors, pour préparer un petit peu le terrain, on s'est pris un petit peu à l'avance à cette problématique. On a déjà, à travers la stratégie de CNRST qui s'appelle TechTemkin, on a constitué un réseau de conformes pour qu'ils deviennent experts valorisateurs, pour qu'ils puissent accompagner les porteurs de projets dans le montage de tels projets. Et il y a eu toute une série de formations qui a été déployées, que vous voyez devant vous, au niveau de tous les, qui a fait bénéficier, en fait, tous les membres du réseau TechTemkin dans la plupart des universités marocaines. Toutes les universités n'étaient pas représentées parce qu'on n'a pas eu, tout simplement, les universités n'ont pas envoyé de représentants à ces formations, mais une bonne partie des universités, ils ont envoyé leur personnel et ils ont bénéficié de ces formations juste avant le lancement de l'appel à projet et des formations qui ont été réalisées en 2019 avant le Covid. Donc, on ne s'est pas contenté de ça. Le slide suivant, s'il te plaît, Hicham. Donc, on a prévu également pour le montage des pré-projets un panel d'experts dans les métiers de transfert de technologie qui sera mis à la disposition des membres du réseau TechTemkin, mais aussi tous les responsables de structures d'interface qui ont suivi les formations des critiques de flou, et aussi des points de contact. Je vais montrer pour chaque université quel est le point de contact, comme ça vous pouvez le contacter directement pour coordonner tout ça. Donc, ce panel d'experts, il sera mis à la disposition, mais dans un souci d'efficacité et d'efficience, l'organisation de cet accompagnement sera coordonnée entre l'équipe chargée de la gestion de cet appel à projet, que vous pouvez contacter au techtransfert2020@cnrst.ma, avec les points de contact désignés par les présidents d'université. Dans le slide suivant, je vais en parler. Pour les établissements hors universitaires, ils peuvent nous contacter directement à techtransfert2020@cnrst.ma et on va voir comment organiser quelque chose pour eux. On a le slide suivant. Donc, vous avez devant vous les points de contact par université. En tout cas, les universités qui ont bien voulu répondre à notre demande, en fait, notre lettre, pour nommer des points de contact. Donc, l'université Mohamed V, Rabat, vous avez c'est Bouchaïb Bounabat. L'université Moulay Ismail, c'est Abdelhamid Zaïd. L'université Sidi Mohamed Ben Abdullah, c'est Soumia Labed. Qui est aussi, que je salue au passage, qui est membre très actif du réseau TechTemkin aussi. L'université Qadi'iyya Marrakech, Fatem Zahra Iflahen, Rachid Sali et Jalal Moutasaddiq. Université Moulay Slimane Ben Millassi Mohamed Najimi. Université Abdelmalik Saadi, c'est Khalid Draoui. Université Mohamed Ier Oujda, c'est Rabhi Ouzair. Université Ibn Zora Gadir, c'est Madame Salih Hassan Haji. Université Ibn Toufail Qanitra, c'est M. Shahin Abdelkrim. Université Chouaib Khalil Jadida, Mohamed Sahabi. Université Hassan Premier Stade, Ahmed Fhali. Université Euro-Méditerranéenne de Fès, c'est Salim Bounou et c'est Madame Ghada Bouhlal. D'ailleurs, que je salue Salim Bounou pour la qualité de formation qui est organisée pour le réseau TechTemkin aussi. Et si, au niveau de l'Akhawani University in France, c'est M. Anas Bentami et M. Salim Koubida. Donc, alors, tous ces points de contact, ils sont à votre disposition. Vous pouvez les contacter et comme ça, on peut organiser ensemble des séances d'accompagnement, de coaching, en cas de besoin, bien entendu. Alors, comme vous le savez, j'ai dit, c'est le marché. Donc, c'est pas seulement un projet purement technologique, mais c'est aussi un projet vers le marché. D'où ce qu'on appelle les niveaux de CRL et de TRL concernés par l'accompagnement dans le cadre de cet appel à projet. CRL, c'est quoi? C'est soit, on peut dire, Commercial Readiness Level, Customer Readiness Level, et TRL, comme expliqué brillamment par Secoser, c'est Technological Readiness Level. Donc, dans cet appel, on cherche, l'accompagnement, il va concerner CRL1 jusqu'à CRL6. Et
pour Technological Readiness Level, il a dit qu'il faut au minimum TRL3, donc on va accompagner par rapport au TRL4 jusqu'au TRL7, c'est-à-dire du POC au labo jusqu'à protoproduit en environnement opérationnel. Et pour tout ce qui est CRL, donc on souhaite recevoir des projets qui sont, ça c'est le niveau minimum pour sélectionner un projet dans le cadre de l'appel, c'est-à-dire au moins il a un CRL1, c'est-à-dire il a identifié grâce à un business model Canva ou un outil similaire toutes les hypothèses du modèle d'entreprise ou les clients qui vont acheter votre licence, soit parce que soit on va créer une entreprise, soit on va privilégier plutôt donner une licence à une entreprise existante, mais il faut avoir quand même des hypothèses par rapport à ça. On ne peut pas sélectionner un projet qui a zéro hypothèse sur qui va acheter ça. D'accord? Donc, en particulier, vous avez identifié globalement les segments de marché possibles et leurs besoins, ce qu'on appelle les dollars, les gains, les consommateurs ou les clients et comment la proposition de valeur envisagée répond aux besoins et comment les revenus seront générés. Et des hypothèses. On ne dit pas que ce soit vraiment validé, mais au moins avoir quelques hypothèses crédibles par rapport à ça. Et TRL3, c'est-à-dire expérience, labo, composante. Donc, comme il a été déjà expliqué, je ne vais pas m'attarder trop sur ça, mais il a été déjà bien expliqué par rapport à ceci. Reviens, s'il te plaît. Reviens, s'il te plaît. Voilà. J'ai dit ça, c'est le minimum. Mais rien n'empêche qu'il y ait des projets qui sont plutôt au CRL3 ou CRL4 et TRL5. Naturellement, bien sûr, de tels projets, et ils auront bien sûr plus de chances d'aboutir que des projets qui sont plutôt early stage. Donc, on avance. Donc, ça, c'est le niveau minimum. Slide suivant. Le slide suivant, donc, on va accompagner jusqu'à CRL6, c'est-à-dire préparation de vente. Vous avez défini le positionnement de l'entreprise et produit par rapport à la concurrence et expliqué l'unicité de l'offre. Vous avez préparé le matériel de vente, les documents annexes, etc. Vous avez établi la liste des prix, vous avez élaboré une feuille de route de vente et puis donc un protoproduit en environnement opérationnel de production. On a déjà fait on a reçu les prototypes ont été déployés chez les clients partenaires, ce qu'on appelle les clients alpha, et des retours d'expérience ont été recueillis et les premiers produits, ce qu'on appelle les MVP, les Minimum Viable Products, payants, avec des clients payants, et on les a déjà. Bien sûr, ça, c'est une segmentation, je dirais, académique. En avance, je vais expliquer davantage le slide suivant. Donc, parce que, comme j'ai dit, il y a deux voies principales pour la valorisation, les transferts de technologie. Il y a la licence vers des entreprises existantes. Donc, vous pouvez mentionner un projet où vous connaissez déjà, en partenariat avec une entreprise existante déjà, qui connaît son marché, qui connaît ses prix, il sait comment commercialiser, il a déjà son équipe de marketing, juridique, etc. Donc, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et si tu vois, franchement, qu'on privilégie, qui est beaucoup plus simple, et donc, et qu'on prend moins d'incertitudes et moins de risques. Et bien sûr, l'accompagnement, elle est, comme on dit, smooth, moins problématique. Alors, si on ne trouve pas, et pour certains projets, certainement, on ne va pas trouver des entreprises intéressées par l'achat à licence, en tout cas pour le marché local, et dans des entreprises marocaines. Et donc, soit on va chercher des licences donner des licences à l'étranger, ou bien on est obligé à créer une start-up, ou là, ce qu'on appelle dans le jargon du transfert de technologie, spin-off, university spin-off, ou là, R&D organization spin-off. Donc, alors là, c'est un peu plus chaotique. Vous voyez, on croit parfois on est au CRL5 et on réalise que non, ça marche pas. On va revenir en arrière pour revalider, pivoter, ce qu'on appelle le jargon, dans le jargon de la start-up, on pivote. Et tout ce jargon, etc., vous serez familiarisé avec pendant l'accompagnement qu'on va vous proposer par rapport à tout le processus là. Donc, alors, il y a, j'ai dit, un premier accompagnement, je dirais, light, pour le montage des pré-projets qui doivent être soumis le 25 avril. Et une fois les résultats seront annoncés le 25 mai, on va proposer un accompagnement un petit peu plus prolongé à partir de l'annoncement du résultat jusqu'au pitch qui va se produire au mois d'octobre. Alors, l'objectif
Donc, les projets qui seront présélectionnés seront accompagnés pour monter un projet détaillé pendant 4 mois ou plus. Et bon, il y a le mois d'août qui est en milieu. Et cet accompagnement, il va combiner les méthodes en ligne grâce à un outil qu'on appelle Growth Wheel que nous avons acquis, avec des séminaires et des ateliers en présentiel. L'objectif étant la validation de la pertinence commerciale de l'idée, maturation commerciale du CRL1 jusqu'au CRL5 qu'on souhaite, et la définition des besoins pour la maturation. Comme vous voyez, ça, c'est l'outil Growth Wheel, c'est-à-dire il y a plusieurs variables sur lesquelles l'accompagnement il va porter, le business concept, les relations clientèle, le côté opérationnel, le côté organisationnel. Et donc, on va faire des diagnostics et on va essayer de vous accompagner pour évoluer sur toutes ces variables-là. Et il y a une variable super importante qui est la propriété intellectuelle. Et là, on sera épaulé par nos partenaires de l'Olympique. Donc, il y aura des efforts de due diligence, royalties, etc. D'où l'intérêt d'avoir un point de contact par université parce que ce sont des aspects qu'il faudra gérer et on ne peut pas soutenir des projets pour lesquels il y a des problèmes de propriété intellectuelle à la fin. C'est-à-dire, on peut pas, même si le projet détaillé il est super bien ficelé, il faut élucider de manière définitive les aspects qui sont liés à la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini et merci pour votre attention et nous sommes disponibles pour toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, messieurs Kosser et Alzewi, pour cette présentation. Vous avez repris beaucoup d'éléments qui existaient dans les éléments contenus dans la plateforme et vous avez rajouté d'autres éléments pour donner plus de détails. Alors, comme annoncé au début, je donne la main à Hicham pour passer une vidéo. Ensuite, on reprendra la main pour ouvrir la séance questions-réponses. Type de recherche ou une activité au sein d'une institution marocaine éligible. Vous avez obtenu des résultats de recherche valorisables et transférables à l'industrie ou qui pourraient faire l'objet d'une start-up. Le présent appel à projet transfert technologique vous concerne et vous offre la possibilité d'un accompagnement et d'un financement pour transférer vos résultats vers le secteur industriel et le marché de façon générale. En vue de contribuer à l'effort d'essimage de la culture de l'innovation et du transfert technologique, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, et l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, la Fondation OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique, s'accorde à lancer une initiative permettant de mettre en place un fonds et des outils et des mécanismes efficaces et opérationnels pour faciliter le transfert vers le secteur industriel et le marché de façon générale. Des résultats de recherche et des technologies développées au sein des universités et centres de recherche marocains. Objectif de l'appel à projet: contribuer au développement économique du Maroc basé sur l'innovation et la connaissance. Soutenir le développement et la maturation technologique en vue de la commercialisation de procédés, produits ou services basés sur les résultats et ou savoir-faire issus de la recherche. Essaimer la culture de valorisation des résultats de recherche au sein des milieux académiques. Encourager la recherche appliquée et l'innovation. Contribuer au rapprochement entre le monde académique et le secteur industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines. Les principales thématiques de recherche concernées sont santé dans la virologie, environnement et qualité de vie, agriculture, pêche et eau, industrie agroalimentaire, ressources naturelles et énergies renouvelables, industrie aéronautique et automobile, transport, logistique et technologie avancée, éducation et formation, sciences humaines et défis contemporains de la société marocaine. Cet appel à projet se déroule selon les étapes principales suivantes. Soumission de l'avant-projet en renseignant le formulaire sur la plateforme. Vérification de l'éligibilité et évaluation initiale. Présentation concise, pitch des porteurs de projets sélectionnés. Sélection finale, contractualisation, accompagnement personnalisé et financement des projets retenus. Voilà. Merci beaucoup,
pour cette vidéo. Au fait, donc, je déclare là cette séance ouverte de questions-réponses nous disposons jusqu'à le temps de 11h30 où le webinaire sera terminé. Donc, c'est Hicham va sélectionner les différentes questions qui seront posées et on se fera un plaisir de les poser. Bon, voilà. Une première question, c'est Monsieur Kamal Aberkani. Donc, il pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une protection des organisateurs de cet appel à projet pour les projets soumis et la confidentialité des résultats soumis? Y a-t-il un article sur l'appel qui protégera la confidentialité? Donc, parmi les panélistes qui souhaitent répondre à cette question. Oui, alors d'abord il y a l'accord de confidentialité que si vous voulez que les membres ici présents signent au niveau de cet appel à projet. Donc chacun signe l'accord de confidentialité de tous les intervenants au niveau de l'accompagnement des projets. Je ne parle pas de la formation, mais l'accompagnement au niveau des projets, il signe un accord de confidentialité. Et 3, dans l'accord qui va vous lier projet par projet, qui sera signé avec l'Université Mohammed VI Polytechnique, il y a bien entendu tous les articles relatifs à la confidentialité et à la protection de votre savoir et de votre invention. Et puis, l'OMPIC aussi est là, si vous voulez, pour veiller à ce que la protection, à ce que la propriété intellectuelle soit préservée, la propriété intellectuelle de tous les coordinateurs de projets et leurs équipes soit préservée. C'est Khalid? Oui, un complément de réponse pour Madame Karima du l'OMPIC. Oui, juste un complément par rapport à ce qu'a dit Qusser, c'est même au niveau de l'expertise, donc les experts qui seront désignés pour étudier les pré-projets aussi bien que les projets, ils doivent absolument signer aussi ce document de confidentialité. C'est juste un ajout par rapport à ce qu'a dit Cyril. C'est possible. Merci. Un complément, Sylias? Non, OK. Donc, la question suivante, c'est Hicham. Bon, alors, nous avons une question de M. Tanan Omar. Est-ce que les projets qui ont reçu auparavant des financements pour développer la R&D du projet peuvent participer à cet appel à projet? Qui souhaite répondre? Sodala Sylias. Oui, en fait, s'il y a des résultats qui sont issus on finance des résultats de recherche comme bien été expliqué par ces professeurs. Donc, s'ils sont des résultats qui sont valorisables, qui ont un potentiel économique, pourquoi pas? Ça n'a rien à voir ni avec le nombre de projets déposés, ni avec l'université. Au fait, le critère, c'est que les résultats aient un potentiel économique important et un potentiel d'impact socio-économique important par rapport au pays. Création d'emplois, création de valeur ajoutée, création d'emplois à haute valeur ajoutée, substitution d'importation par des productions locales. Donc, on recherche ce genre d'impact pour développer le pays. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup, Sylias. Donc, la réponse… Oui, c'est Madame Karima. Oui, c'est Khalid. Un ajout par rapport à ce qu'a dit Ilyes. D'ailleurs, au niveau des documents et processus de l'appel à projet qui sont publiés sur le site, vous allez trouver que c'est encore plus, même si le projet en phase de transfert de technologie bénéficie d'un financement actuel, il suffit juste de le détailler et de donner des informations sur ce financement au moment de postuler le projet. Donc, non seulement les projets qui ont bénéficié de la financement de R&D, mais même s'il y a un financement actuel pour le transfert, il faut juste que ça soit détaillé au niveau de l'appel à projet. D'accord. Très bien.
Alors, nous avons une autre question de M. Bouchaïb Bounabat. Donc, après le bonjour, en quoi consiste la contractualisation? Merci. Donc, la réponse, voilà, c'est Abdelali. Alors, la contractualisation, en fait, si vous voulez, c'est quand votre projet il sera retenu dans le cadre de cet appel à projet pour qu'il soit financé, il va y avoir un contrat entre le coordinateur du projet et l'Université Mohamed VI Polytechnique qui est chargé par les partenaires de gérer sur ces projets sur le plan, je dirais, de l'acquisition des équipements, le recrutement des ressources humaines, tous les aspects liés à l'emploi, je dirais, du budget. Et donc, cette contractualisation, il traite tous les aspects liés à la réalisation du projet. Maintenant, s'il y a par la suite un résultat ou un produit ou la technologie qui doit être, je ne sais pas, négociée ou cédée à une entreprise, c'est une autre contractualisation. Mais la contractualisation dont on parle pour le moment, c'est la contractualisation avec le porteur de projet pour la réalisation du projet de transfert technologique. Exactement. Alors, Monsieur Tanan Omar repose une autre question. Est-ce que, voilà, Monsieur Anas Bentami pose la question suivante. Est-ce possible pour l'équipe de projet de créer une start-up? Si oui, comment résoudre les droits du propriété intellectuelle? C'est Ilyas. La réponse, bien entendu, c'est oui, parce qu'il y a deux voies. Il y a une voie par licence ou bien création de start-up ou spin-off. Les deux termes sont substituables. Et donc, comment résoudre? Eh ben, on résout ça avec un IP agreement. Et il y a des aspects qui doivent être traités bien avant, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, bien avant bien avant le financement du projet. Et il y a des aspects, et c'est la raison pour laquelle on a deux types d'accompagnement, un premier light et un autre un peu plus important, effectivement, pour traiter ce genre de choses avant le financement du projet, ce qu'on appelle le IP due diligence. Et comme je l'ai dit aussi, on va essayer d'impliquer les responsables des structures d'interface et d'accompagnement au niveau des universités dans tout le long du processus pour monter en compétence le système tout entier, donc dans ces aspects-là. Merci beaucoup. C'est Hicham, un complément de Hicham Gourg. Oui, juste un complément par rapport à ce qui a été dit par Ilyas, c'est qu'il y aura, donc généralement quand un résultat de recherche est développé au niveau d'une institution de recherche, donc les droits patrimoniaux, ce qu'on appelle les droits économiques, appartiennent d'office donc à l'organisation. Et donc c'est l'assistance des droits économique à la start-up se fera via une licence d'exploitation justement. Et s'il y a plusieurs partenaires qui sont impliqués dans le développement de résultats de recherche, et dans la phase citée par Ilyas de due diligence, donc nous allons veiller à ce qu'il y ait un règlement de copropriété entre les différentes institutions impliquées. Merci. D'accord. Merci beaucoup. La question suivante. Si Khalid, si vous permettez. Oui, un complément. Oui, un complément par rapport à ce point, il y a il faut voir l'API en deux phases. Il y a la phase 1 au moment de postuler le projet à qui appartient le droit tout d'abord. Donc, si sûrement, comme il vient de le dire, c'est Ilyas ou c'est Hicham, c'est un droit généralement qui appartient à l'institution de recherche ou à l'université. Et le coordinateur, en principe, qui est un chercheur de l'université, avec son équipe, ils vont porter le projet. Il doit régler à l'avance cet aspect de droit sous forme de licence ou cession. D'ailleurs, l'OMPIC est en train de travailler avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur pour la mise en place de politiques PI au sein des universités. Et cette politique, elle englobe une clause, un article très important qui est le partage des revenus, à qui revient les revenus et quel type pour céder pour ce droit, que ça soit clair entre l'université et le porteur de projet. Est-ce que cession, licence,
copropriété. Donc, tout ça, il est en train d'être clarifié et rédigé noir sur blanc au niveau des universités. Ça, c'est le volet 1. Le deuxième volet, c'est les droits de payer créés après le montage du projet. Donc, au cours d'élaboration du projet, il se peut qu'il y ait des résultats pertinents qui doivent être protégés. Et ça, c'est ce qu'il a dit. C'est contractuel. Ça va être mentionné au niveau de la contractualisation pour le financement du projet, à qui revient le droit des résultats trouvés en cours de l'élaboration et de l'exercice de valorisation et de transfert du projet. Voilà. Voilà, merci beaucoup, la Karima. Alors, Monsieur Aberkan Kamal pose une autre question. Est-ce qu'il y a une considération de la répartition du budget alloué d'une manière équitable selon le rapport projet-faculté ou par projet-université où il y a la formule « le meilleur gagne ». Voilà, c'est Ilyas. Je crois que les critères sont clairs. Les critères s'appliquent aux projets, pas aux universités. Et donc, on fait de la valorisation. Encore une fois, l'innovation, c'est l'exploitation d'une idée innovante dans un marché. Eh bien, c'est le marché qui va dicter qui va gagner, quoi. En tout cas, c'est les évaluateurs. Les évaluateurs, ils vont privilégier ils vont utiliser les critères qu'on leur demande d'utiliser. Voilà. Si vous permettez, c'est Khalid. Dans la Karima. Et par rapport à ce point-là, ça aussi, en principe, c'est les porteurs de projets qui doivent indiquer le budget qu'ils demandent à leur projet. Et c'est au comité et aux experts pour voir l'adéquation entre le budget demandé par rapport les résultats souhaités. Donc, ça, comme il l'a dit, c'est par rapport au projet. En tout cas, ça a été dit par Abdelali tout à l'heure. Tout le fonds consacré à chaque projet sera au niveau de l'UM6P qui garde ce fonds-là et selon tout ce qui est contractualisé avec chaque projet. Donc, l'UM6P va le faire, va administrer ce fonds en procédant à la satisfaction des besoins du coordinateur de projet. Ben, je ne sais pas si c'est un complément d'information. Et un petit complément, parce que même quand je dis qu'il y aura des accompagnements, les accompagnements, ils vont porter également sur l'aspect budgétaire du projet, parce qu'on ne s'attend pas à ce que le scientifique soit capable de prévoir tous les budgets, même concernant les normes, les standards, etc. Généralement, ils n'ont pas l'habitude d'aborder ce genre de choses. Donc, l'accompagnement en phase 1, c'est un peu plus léger, mais en phase 2, cet aspect de budgétisation, etc., elle fera partie de l'accompagnement en pratique. OK, très bien. Je pense peut-être que je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je pense que la question est relative par rapport à ce qu'il y a un budget qui est réparti selon les universités ou selon les facultés. C'est pas ça. Il a dit à la fin que le meilleur gagne. Il n'y a pas. C'est une sélection des projets qui ne tiendra pas compte de l'origine, qui est l'université, qui est la faculté. C'est pas ça. C'est la qualité du projet qui prime. Exactement, c'est pourquoi j'ai dit que, au fait, une fois que le projet a été retenu, le reste de l'affaire sera au niveau du M6P et ça sera un peu des échanges entre le porteur de projet et l'université Mohamed VI Polytechnique pour la concrétisation. Alors, il y a une autre question qui nous vient de Monsieur Khalid Barkouki. Est-ce que les projets à proposer doivent être issus uniquement des résultats de recherche réalisés au Maroc ou bien même par des instituts étrangers? L'appel à projet, il est destiné aux universités et aux institutions de recherche marocaines. Donc, je ne sais pas s'il y a un travail de recherche qui a été fait ailleurs, dans une université étrangère, mais qui appartient à une université marocaine. Alors, l'université marocaine, il est éligible. Maintenant, s'il appartient à une université étrangère, le fonds, il est destiné aux universités marocaines et aux institutions de recherche marocaines. Oui. C'est Elias.
Au fait, il y a des possibilités où parfois des projets sont menés en partenariat avec des partenaires étrangers. Et dans ce cas de figure, ce qu'a dit si Hicham ou Madame Farah concernant la propriété intellectuelle, etc., et s'applique. Il faut régler tout ça avant qui a le droit à quoi, etc. Et puis, à partir de là, je crois que c'est possible d'aller plus loin. Très bien. Alors, il y a notre question qui nous vient de M. Khalid Barkouki. Donc, est-ce que les projets à proposer doivent être ici uniquement des résultats de recherche? Ah bon, on vient de répondre à cette question. C'est Hicham, une autre question? Hicham, il n'est plus connecté après là. Oui, certainement, il a un petit souci de connexion, donc on va juste l'attendre pour qu'il se reconnecte. Par rapport à cette question, le temps que Hicham se connecte, il y a certains projets de recherche entre l'université marocaine auxquels il a associé quelques universités en tant qu'université invitée pour faire des recherches. Généralement, c'est la politique pays, il règle ce genre de problème, qu'il est le rôle et la part de cette université invité pour contribuer au projet. Donc, comme ça a été dit, en principe, il doit être réglé au niveau de droit de pays entre l'université marocaine et l'université étrangère qui a contribué à cette recherche. Très bien. Nous avons la question suivante de Mme Zoubida Marzali. Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge des porteurs de projets? Il n'y a pas de limite d'âge. Non, effectivement, il n'y a pas de limite d'âge. Les critères d'éligibilité ont été cités par Saad Ali. Ils sont consignés dans les termes de référence. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Sauf que… Donc, il n'y a pas effectivement de limite d'âge. Donc, le seul engagement, c'est que le coordinateur du projet doit être en activité tout au long de la phase de valorisation du projet. Oui, tout à fait. Alors, une autre question, c'est ici. Bon, nous avons une question de… je perds la question. Voilà, de M. Shgari Badr. Y a-t-il un document type pour la présentation de l'avant-projet? Oui, c'est le formulaire. Donc, oui, c'est Hicham Soudan. Oui, effectivement. Donc, il y a une plateforme qui est dédiée pour se mettre le pré-projet. Donc, il y a un formulaire de pré-projet à renseigner. Et justement, c'est ce sorte de présentation qu'il faut faire. Très bien. Donc, sur le portail du CNRST, il y a un lien pour vous diriger vers le formulaire, vers l'appel à projet. Donc, une fois accédé, vous avez la possibilité d'avoir un formulaire où il y a plusieurs champs. Donc, vous renseignez les différents champs. En fait, la plateforme s'appelle call.cnrst.ma. Call, ca2l.cnrst.ma. Très bien. Il y a les liens dans la description dans la page YouTube. Donc, vous allez cliquer directement sur le lien pour accéder à la plateforme. Très bien. Alors, nous avons une autre question de M. Rachid Amros. Est-ce qu'il y a des universitaires, voire des chercheurs étrangers qui peuvent joindre se joindre, on va dire, à cet appel à projet? Oui, le coordinateur de projet doit être nécessairement d'une université ou d'une institution de recherche marocaine. Donc, dans les équipes projet, ils doivent être d'universités étrangères. Oui, tout à fait. Oui. Il y a cette possibilité. Nous avons une autre question de M. Zakaria Driss. Alors, bonjour et merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a un plafond pour le budget qui sera octroyé au projet?
Non, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite, je dirais, projet pour le projet. Nous avons laissé ça ouvert et on laisse, si vous voulez, la possibilité au coordinateur des projets, à son équipe, d'évaluer le projet qui a le budget adéquat à leur projet. Enfin, il y a du bruit, je sais pas. Oui, il y a un petit bruit, oui. Voilà, ce qui est demandé, c'est juste à ce que le coordinateur de projet et son équipe il étudie bien le budget qui sera demandé. Il faudrait que le budget soit demandé, soit vraiment en adéquation par rapport à ce qu'il souhaite réaliser, par rapport aux besoins de la réalisation du projet. Mais il n'y a pas de limite. Très bien. Et Elias, au moment de l'étude, oui, s'il y a un doute ou un truc, donc en tout cas, pour le projet, il y a un petit accompagnement. Pour l'accompagnement plus tard, eh ben, ils peuvent toujours s'adresser aux accompagnateurs pour bien ficeler ça. Très bien. Alors, nous avons une autre question qui nous vient de M. Driss. Oui, là, madame, pardon, je ne vous ai pas. Voilà, pardon, juste un complément par rapport au budget. Donc, sur les critères d'évaluation, il y a un critère très important dont la note est importante aussi, c'est l'adéquation entre le projet et le budget demandé pour la réalisation de ce projet. Donc, l'équipe, le porteur, le coordinateur et l'équipe projet, ils ont intérêt à bien étudier les besoins, leurs besoins pour la réalisation de leur projet. Donc, il ne suffit pas d'annoncer un chiffre, un budget. C'est pourquoi le comité a bien discuté ce point pour ne pas plafonner, parce que le transfert de technologie, c'est une première expérience. On ne maîtrise pas les besoins des porteurs de projets, donc on n'a pas plafonné, mais par contre, un des critères importants pour accorder le fonds, c'est de faire une adéquation entre besoins et réalisation projet. Merci beaucoup, Lakarim. Alors, la question qui nous vient de M. Driss Mgouz, elle dit que est-ce que les projets à proposer doivent être issus uniquement des résultats de recherche ou bien des résultats d'accompagnement R&D des entreprises? Voilà, c'est dans le cerveau. Si les entreprises ne sont pas éligibles directement, c'est-à-dire si c'est une entreprise qui soumet un projet, il n'est pas éligible. Les critères d'éligibilité, l'appel à projet est destiné aux universités, aux centres de recherche. Maintenant, si la recherche a été faite au niveau d'une université en collaboration avec une entreprise, c'est autre chose. Je pense que c'est dans la lignée de l'appel à projet. Oui, tout à fait. Effectivement, donc, oui, tout dans le sens. Effectivement, c'est-à-dire si vous avez déjà des résultats qui sont valorisables au niveau d'une entreprise, mais vous êtes d'un centre de recherche d'une université, ben c'est ce qu'on cherche finalement. C'est l'objectif aussi, c'est d'augmenter la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais le porteur, il faut que ça vienne de l'académique. Et pas dans notre structure, parce que c'est transfert de l'académique vers l'entreprise et pas l'inverse. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas un projet de consulting non plus. Donc, c'est des résultats qui viennent d'un centre de recherche vers l'entreprise. Très bien. Une question qui nous vient de Mme Latifa El Farissi. Est-ce que les centres techniques industriels sont éligibles pour soumissionner à cet appel à projet? Qui souhaite répondre? Ils ne sont pas dans la liste que nous avons. Les organismes auxquels l'appel à projet est destiné ne figurent pas les centres techniques industriels. Exactement. Maintenant, s'ils s'associent à des universités et ils soumettent ensemble des projets, bien entendu, ils tiendront compte de ce genre de projet. Très bien, merci. Alors, une question de Mme Meriem Kharoubi. Bonjour, l'Institut national de recherche halieutique souhaiterait faire partie du réseau Tech Tamkin. Comment faire?
Oui, donc j'ai donné l'adresse email, c'est techtransfert2020@cnrst.ma. Oh, et ils peuvent envoyer un email dans ce sens et on va voir, on va essayer de les intégrer. Répète, s'il te plaît, l'adresse à Fakas Elias. Techtransfert2020@cnrst.ma. Et il peut nous contacter à travers cette adresse email ou bien appeler au téléphone et prendre le téléphone d'Ienna, etc. Il y a plusieurs moyens de joindre. Et il peut demander Ilyas El Zioui au CNRST et puis voilà. Donc, et on va traiter ça. Très bien, ok. L'adresse email, elle est juste en bas de l'écran. Juste en bas, oui. Merci beaucoup, Céline. Voilà, nous avons une question de M. Douzi Hassan, formulée ainsi. Quel sera le statut d'un enseignant-chercheur et porteur de projet? Alors, le statut, ça veut dire, pour bien comprendre un peu la question, nous n'avons pas de statut. Ce qu'on a, c'est un porteur de projet, un coordinateur. Donc, si ce coordinateur a été dûment retenu avec les expertises que nous lançons chez les évaluateurs, experts nationaux et internationaux, ben, ce porteur de projet, s'il est retenu, il sera contractualisé et par conséquent, donc, ça sera une sorte de contrat entre ce porteur de projet, son université et l'UMCSP. Voilà. Madame Kalima. Oui, bien entendu, on a dit la validation de son institution à laquelle il appartient. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. Il y a une question de Madame Omama Issader. C'est une demande, c'est pas une question. Donc, donc on va partager par la suite la vidéo. Okay. Je ça marche. vous rassure, Madame Omama. Très bien. Okay. Alors, Monsieur Mohamed El Ansari pose la question, comment gérer la propriété intellectuelle si des partenaires étrangers sont impliqués dans les projets TT? Voilà. Après, c'est Abdelali, oui. On avait déjà mentionné un élément de réponse par rapport à cette question. Donc, il y a le règlement de copropriété qui permet justement de régler donc l'affaire de la propriété intellectuelle entre différents partenaires. Donc, dans ce règlement de copropriété, donc il y a les quotes-parts liées les institutions, et puis aussi donc il y a le mode de gestion de cette propriété intellectuelle et par la suite la distribution des revenus après commercialisation, bien sûr, si le projet aboutit. Très bien. Ça a aller? Oui, c'est ce que vient de dire Sinicham. C'est-à-dire qu'il faudrait que les porteurs de projets, avec l'équipe, qu'il ait un règlement de propriété entre eux. Bien entendu, s'ils n'arrivent pas à le faire, ils peuvent demander conseil auprès de nous. De mobiliser il y a les collègues d'Olympique, il y a aussi des experts qui peuvent nous accompagner pour définir la propriété intellectuelle, le partage de la propriété intellectuelle entre les intervenants dans le projet. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons une question. Oui, madame. Un point de vigilance par rapport au droit de payer sur lequel repose le projet de transfert technologie. Si c'est un droit de copropriété entre l'Institut de recherche ou l'université marocaine ou une université étrangère, il faut absolument l'accord des deux copropriétés, que ça soit 2 ou 3. Hein. Donc, il faut que les 3 ou les 2 valident et donnent l'aval pour le go du projet. Donc, ça, c'est très important. À part les licences, à part les sessions, il faut absolument qu'ils donnent l'accord au projet. Très bien. Absolument. Oui, c'est Kamal Aberkan, en tout cas, il fait une remarque en disant que la période consacrée au projet de 2 ans, c'est assez court, et il dit que 3 ans, c'est OK. Ben, c'est une remarque, ça c'est une remarque. Maintenant, si vous voulez, par rapport à la période, donc on a fixé 2 ans maintenant.
si 3 ans c'est justifié et que le projet est un projet intéressant, on peut le regarder. Oui, et c'est écrit dans les termes de référence, comme quoi, effectivement, pour toutes les périodes qui dépasseraient 2 ans, ça va être regardé avec la commission. Alors, M. Zakaria Idriss pose une autre question en disant « La gestion financière sera gérée directement par l'UM6P de la même façon que ce qu'a fait la Fondation OCP Projet AFOS, où le budget sera versé dans le compte de l'institution porteuse du projet. » C'est une question. Oui, alors oui, la gestion financière, elle sera faite par l'UM6P, comme ce qu'a fait exactement, comme ce qu'a fait la Fondation pour les projets AFOS. Maintenant, ce n'est pas la Fondation pour les partenaires, ils délèguent cette gestion à l'UM6P, et donc l'UM6P, c'est l'UM6P qui est en charge de la gestion, et le budget, il sera en totalité au niveau de l'UM6P, il n'y aura pas de budget au niveau des universités ou des institutions de recherche. Très bien. Et ça sera géré, comme vous dites, de la même manière. Alors, le professeur Belmir pose une question. Est-ce que l'accompagnement portera également sur la négociation de vente de licences d'exploitation? C'est Ilyes? Micro. Ah, okay. Vous donnez à une autre personne, j'ai une précision à apporter. Ok. Hicham? Oui, bien sûr. Donc dans la partie financement qui a été présentée par Secoser, donc il y avait aussi donc la possibilité de réserver le budget pour un accompagnement dans toute la phase de négociation et cession des droits économiques de la licence. Oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai présenté les points de contact des universités, j'ai pas présenté l'université Hassan II Ain Choc, et on vient de m'envoyer sur WhatsApp le point de contact à l'université Hassan II, Casablanca, pas Ain Choc, Hassan II, je m'excuse. C'est monsieur Nordin Mdari, professeur Nordin Mdari. Et donc, s'il y a des collègues de Hassan II, c'est Nordin Mdari qui sera le point de contact par rapport à cet appel. Très bien. C'est Abdelali, tout à l'heure, tu voulais compléter? Là, c'est bon, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accompagnement. S'il y a, je dirais l'équipe projet, le contrôle de projet, ils ont des résultats de recherche et qu'ils veulent vendre une licence d'exploitation et d'entreprise, bien sûr, il va y avoir un accompagnement dans les négociations avec l'entreprise. C'est terminé. Très bien. C'est Khalid. Oui, Madame Karima. Juste une précision, l'accompagnement, ça sera aussi bien pour négociation de vente que d'achat. Hein, donc, c'est prévu d'ailleurs. Exact. Okay. L'acquisition d'une licence d'exploitation pour une sorte de liberté d'exploitation, mais aussi pour toute la phase de cession à un industriel, une entreprise déjà existante, des droits économiques, des résultats de recherche en question. Exact. Monsieur Sabour Brahim pose la question, qu'en est-il des universités marocaines n'ayant pas validé leur politique pays avant les deadlines de cet appel à projet TT? Si vous permettez, moi j'ai… Madame Karima, oui. Donc, aujourd'hui, il y a 4 universités marocaines qui ont adopté la politique pays et 7 en cours. On a lancé donc le deadline, c'est mois de juin. Ils auront leur politique pays. Il reste 4 autres avec lesquels on va entamer le processus au mois de septembre. Mais donc, si vous avez vu les délais de l'appel à projet, donc on sera, Inch'Allah, dans les temps. Maintenant, si vous voulez, au niveau de la politique, dans les critères d'éligibilité, il n'y a pas la politique pays de l'université. Il faut qu'il soit là. On demande à ce qu'il y ait une politique pays avant de soumettre les projets. On demande un certain nombre d'engagements. Et il faudrait fournir des engagements, qu'il y ait une politique pays au niveau de l'université ou qu'il n'y ait pas. Oui, tout à fait. C'est bien d'avoir fait cette précision, c'est Abdelali.
Alors, Monsieur Abdelbar Diouri pose la question, quels sont les pourcentages propriété intellectuelle entre le porteur de projet et l'OCP? Il n'y a pas l'OCP dans cet appel. Je ne sais pas pourquoi on a sorti l'OCP. L'OCP, il n'y a pas de partie prenante ici dans cet appel à projet. Il y a les partenaires tels qu'ils ont été indiqués. Il y a la fondation OCP qui finance encore des appels à projet, mais l'OCP n'est pas parmi les partenaires. Mais en tout cas, dans la première partie de la question, quels sont les pourcentages de propriété intellectuelle entre le porteur de projet? Tout à l'heure, après que le projet soit retenu, là, il y aura les personnes concernées seront autour de la table pour discuter de ce pourcentage, mais il n'y a pas d'OCP dans le tour de table. Dans la CILIS. Juste, vous avez bien expliqué, c'est-à-dire s'il parle probablement des projets qui ont été financés à force, etc., où il y avait un pourcentage de propriété intellectuelle, en ce moment-là, il y a un règlement de copropriété à gérer tout ça. Mais pour tout projet qui n'était pas concerné par l'appel à projet OCP, R&D, je parle de R&D, etc., donc les partenaires qui ont financé ou qui étaient derrière, les organisations qui sont derrière ces projets, on a un droit de propriété intellectuelle et en ce moment, il faut négocier ça en interne, mais on va demander aucune contrepartie par rapport à l'accompagnement ou les financements qu'on va déployer ou la mettre à leur disposition tout au long de l'accompagnement des projets. Très bien. Peut-être on prendra les deux dernières questions, peut-être. Donc, Abdelali El-Khadiri, on a déjà le produit sous forme d'échantillons de petite taille et on veut passer à de grandes tailles dans le domaine de l'éco-construction. Possibilité de financement pour ce genre de projet avec des points d'interrogation. Donc, il se pose cette question. Disons que nous ne sommes pas des experts qui évaluent les projets, donc il faut soumettre le projet, il sera soumis à l'évaluation, il sera soumis aux experts pour lui. Oui, très bien. Donc, posez votre pré-projet dans la plateforme. Après, ça sera une affaire d'expertise chez les experts nationaux et internationaux. Alors, maintenant, s'il vous plaît. Peut-être la dernière question. Oui. Dans la CILIS. Par rapport à la dernière question, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de financer des projets de R&D, donc c'est des projets de maturation technologique. Et donc, ce que j'invite les chercheurs, ils prennent en ligne de compte maintenant les secteurs qui sont réglementés, où il y a des normes, où il y a des standards, etc. Alors, il se peut que scientifiquement, des choses, ils sont possibles, techniquement, ils sont possibles, mais il y a des barrières de normes et de standards qui les rendent impossibles. Donc, c'est pas la peine on ne finance pas un développement technologique pour les beaux yeux de la technologie, mais pour que ce soit commercialisé sur le marché et sur les conditions du marché. Voilà. Très bien. Alors ça sera peut-être l'avant-dernière. Hadi, on prendra une dernière. Hadi, c'est M. Zakaria Idriss qui pose la question. Est-ce que dans le cadre du projet qui prévoit la création de start-up, est-ce qu'un étudiant, doctorant ou postdoc peuvent être porteurs de projet? Donc, est-ce qu'il peut être? Oui, il peut être, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on finance un projet qui doit donner des résultats, qui doit être commercialisé. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, quand on aura fini le projet, etc., au moment des pitchs, il y a des questions qui vont se poser. S'il y a une licence qui va aller à une entreprise, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si on doit créer une entreprise, est-ce qu'un postdoc, il va créer une start-up, ou là même un prof, il va créer une start-up, tous les profs, ils vont créer des start-up qui vont croître et avoir un potentiel important, etc. Donc, il y a la composante team building à laquelle il faudra penser. Donc, oui, en théorie, rien n'empêche, mais il faut prendre ligne de compte qu'on finance des projets qui doivent avoir de l'impact socio-économique. Donc, la composante team, équipe est très importante. Complémentarité des compétences, que ce soit
technique, mais aussi business, etc., en cas de spin-off, c'est très important. Donc, on peut financer ça, mais tout en ayant en conscience, là, en back mind, qu'il faut complémenter ça avec le nécessaire. Alors, la dernière question, je vous propose de terminer avec cette question puisque on dépasse déjà le temps consacré. Monsieur Haroud Absadr, y a-t-il la possibilité d'avoir un assistanat pour la rédaction d'un tel projet? Je crois que tout au long de la présentation, on a parlé de ça. Donc, les points de contact au niveau des universités, l'accompagnement après les pré-projets présélectionnés, etc. Donc, on est conscient qu'il y a des challenges par rapport à ça. Et dans la mesure de possible, on peut assister. Mais si vous êtes dans une université, s'il vous plaît, j'ai donné tous les points de contact. Il y a déjà des gens qui ont été formés dans le réseau TechTempkin dans plusieurs universités par rapport à ça. Ils seront mobilisés par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est Hicham le complément. C'est bon. Donc, Elias, il a bien répondu à la question. Très bien. Bon, alors, je remercie en fin de ce webinaire toute l'assistance qui a bien voulu assister à ce webinaire et je vous remercie pour la qualité des échanges et la qualité des questions qui ont été posées. Je ne manquerai pas de remercier tous les partenaires. Je les ai cités au début, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ONPIC, le CNRST, l'UM6P et la Fondation. Sincèrement, ça a été une belle équipe qui a été constituée pour travailler sur cet appel à projet depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on voit le résultat avec ce lancement de l'appel à projet. Inch'Allah, donc ça sera de bon augure pour le reste des phases. Et une dernière, parce qu'il y a, je vois les commentaires des gens pour lesquels les questions peut-être sont restées sans réponse. J'ai donné les points focaux. Vous avez nos contacts dans la présentation. Cette présentation elle sera disponible sur YouTube pour toujours. Donc, vous pouvez la revisionner pour avoir les points de contact et pour avoir nos contacts. Donc, il y a toujours moyen de poser vos questions plus tard. Très bien. Donc, je vous dis merci beaucoup et je vous embarque à tout le monde et à très bientôt tout le monde avec cet appel à projet. Merci à tout le monde. À très bientôt. Merci, Khalid. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir.